Bonjour tout le monde, messieurs, mesdames. C'est effectivement un grand plaisir pour moi d'être ici dans ce, pour moi, un nouveau bâtiment. Je me rends bien compte que ce n'est pas du tout nouveau, mais c'est vraiment un très grand plaisir. Aujourd'hui, je voudrais parler de la BNS, de comment est-ce qu'on gère le concept de durabilité. Mais comme on est dans une conférence de gouvernance, j'aimerais un peu plus aller peut-être aussi prendre un pas en arrière et un peu vous montrer comment est-ce que la BNS, tout ce qu'elle fait, elle le fait dans le cadre de son mandat. La BNS, vous la connaissez toutes, elle a un mandat très clair, un mandat bien défini et je dirais même très limité, qui a besoin de deux choses. Vous le savez, pour faire notre travail, on a aussi un mandat unique. J'y arriverai, c'est donc la stabilité des prix, mais de manière générale, quel est le mandat de la BNS? Le mandat de la BNS, c'est vraiment de maintenir la confiance en la monnaie. Et quand je dis, ce n'est pas juste la confiance en l'argent, c'est vraiment la confiance dans le pouvoir d'achat de la monnaie. J'arriverai un peu comment est-ce qu'on le fait, mais qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de deux choses. D'une part, vous le savez, on a besoin d'indépendance. Pourquoi? Beaucoup de vous sont dans des institutions publiques. La BNS a besoin d'indépendance justement parce que pour remplir notre mandat, par moment, vous le savez, vous l'avez vécu, on a besoin de prendre des décisions qui seraient très difficiles à prendre au point de vue politique, en tout cas d'une perspective à court terme, parce que nous, à la fin, on a une perspective de long terme, on a une perspective de développement économique durable. Donc on a besoin d'indépendance, mais on a aussi besoin d'un certain champ d'action. Parce que les chocs, et j'y arriverai, ils viennent un peu de toutes parts, mais ce champ d'action, tout ce qu'on fait, on doit pouvoir le faire dans le cadre de notre mandat. Et c'est pour ça que tout ce que vous allez entendre de la BNS, elle essaie toujours de le ramener. Elle n'essaie pas, elle doit toujours le ramener dans le cadre de son mandat. Donc c'est un peu comme ça, dans ce contexte, que j'aimerais aussi amener comment est-ce que nous, on gère toutes les questions reliées à la transition climatique et bien sûr aussi aux risques climatiques. Donc voilà. J'aimerais commencer avec, j'ai deux transparents qui arrivent un peu justement le b.a.-ba de la BNS, parce que je pense qu'actuellement c'est particulièrement important. D'une part, on a l'inflation, donc de nouveau c'est un concept qui reprend un peu vie, un concept qui était longtemps totalement oublié. Qu'est-ce que cette inflation? Quel est ce pouvoir d'achat dont la BNS parle toujours? Donc ici, je voudrais juste remettre un peu comment est-ce que nous on pense à notre responsabilité dans la société. Nous avons un mandat. Le mandat, c'est, à la base, on dit toujours c'est la stabilité des prix. Mais j'aimerais toujours rappeler, à la fin, c'est le pouvoir d'achat. Alors oui, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui rend une monnaie stable, une monnaie prévisible? Alors, d'une part, c'est la stabilité des prix. On le voit maintenant, on a l'inflation. Toute inflation, une augmentation des prix, ça veut dire que 100 francs que vous avez dans la poche, vous pouvez acheter moins. Vous avez un pouvoir d'achat moindre avec l'argent que vous avez gagné. D'autre part, mais ce n'est pas tout. Et en fait, c'est pour ça qu'on a le mandat, c'est la stabilité financière, mais en fin de compte, on a trois grandes responsabilités. C'est donc la stabilité des prix, celle dont on parle, mais on a aussi, vous le savez, la stabilité financière. Pourquoi? Parce que quand les gens épargnent, de manière très simpliste, mais quand même, quand les gens épargnent, on veut mettre l'argent à la banque, c'est extrêmement important que cette épargne puisse vraiment être épargnée dans le temps. Donc, il faut une certaine stabilité financière. Et la troisième chose, ce n'est pas le sujet de ma discussion aujourd'hui, mais c'est tout aussi important. De l'argent, c'est bien d'avoir la valeur qui est gardée, que ce soit le franc suisse ou la valeur en termes de pouvoir d'achat, mais ensuite, il faut pouvoir l'utiliser quand on veut. Et c'est de là que vient notre troisième volet de notre mandat, qui est un volet de maintenir le système des paiements. Pourquoi je dis c'est un peu au centre des discussions? Parce que toute la digitalisation et les innovations digitales, que ce soit dans le domaine de la crypto-monnaie, que ce soit, vous en avez parlé, des monnaies de banque centrale numériques, les CBDC, Central Bank Digital Money, c'est tout, ça a à voir avec, justement, il ne suffit pas d'avoir de l'argent avec une certaine valeur et stable, mais il faut aussi pouvoir l'utiliser au bon moment et être sûr que les transactions se font
de manière claire. Pourquoi est-ce que tout ça, c'est tellement important? Et là, j'aimerais dire pourquoi est-ce que le mandat de la BNS, on dit toujours, on le conduit dans l'intérêt de la population suisse. Pourquoi est-ce qu'on a un peu ce grand chapeau? Parce qu'en fin de compte, la stabilité des prix, ce pouvoir d'achat stable, c'est important pour chaque acteur économique. Très rapidement, par exemple, les entreprises. Les entreprises ont besoin de cette prévisibilité du pouvoir d'achat pour fixer les prix et notamment les salaires. Les ménages, on en a besoin pour savoir quand dépenser, combien dépenser pour qu'à la fin du mois, on puisse ou épargner ou pouvoir dépenser ce qu'on doit, ce qu'on veut dépenser. Les épargnants, j'ai déjà parlé avec certains de vous qui s'occupaient de caisses de pension, les épargnants ont besoin de cette prévisibilité, stabilité du pouvoir d'achat pour savoir combien épargner, d'une part. Parce que si une économie épargne trop, ce n'est pas non plus bien pour l'économie. Si elle n'épargne pas assez, vous connaissez aussi la problématique. Mais d'autre part, une fois que vous êtes retraité, le pouvoir d'achat, la stabilité des prix est ce qui vous permet vraiment de garder votre capacité de dépenser et de pouvoir gérer votre épargne. Et derrière moi, les investisseurs, bien sûr, ça leur permet d'avoir confiance d'investir. Donc la stabilité des prix, le mandat de la BNS est vraiment au centre d'un développement durable. Je reviendrai donc à ce mot durable. Souvent, actuellement, le mot durabilité est vraiment relié à tout ce qui est la problématique climatique, mais à la base, il y a une durabilité qu'il faut avoir au centre pour pouvoir vraiment avoir un développement durable au niveau de l'économie. Donc ça, c'est un peu pour remettre en place comment est-ce qu'on voit notre mandat, le rôle de la BNS. Maintenant, alors, avant d'arriver à ce graphique, j'ai trouvé extraordinaire le premier graphique que vous avez montré. Et je crois que je vais l'utiliser parce que c'est vraiment, ça montre un peu, si vous vous rappelez, vous aviez un peu ce mont, la Suisse, qui n'est pas... Moi, j'aime bien voir, la Suisse est un petit pays ouvert, global. On n'est pas une bulle au milieu du monde. On a des grandes vagues qui nous arrivent dessus. La BNS, souvent, je trouve, c'est comme ça qu'on se voit. On navigue, on essaye. On n'arrive pas à faire disparaître la tempête, mais on essaye de naviguer sur ces grandes vagues. Et effectivement, quels sont les plus grands défis pour... Vous m'entendez si je ne suis pas vers le micro? Vous m'entendez? Quels sont les plus grands chocs? Quels sont les plus grands défis pour la BNS? Souvent, c'est des défis qui nous viennent de l'étranger, ces grosses vagues qui nous arrivent dessus. Et moi, je vais vous en parler rapidement de 3. D'une part, donc, je vous ai dit, pour nous, ce qui est important, c'est la stabilité des prix. Ici, ce graphique vous montre l'inflation. Et en fait, ce qui est important, c'est moins le niveau de l'inflation, c'est ce qu'on appelle la décomposition. Quels sont les facteurs qui ont fait que l'inflation est ou positive? Actuellement, vous le savez, elle est au-dessus de 2%, elle est une forte poussée d'inflation, mais aussi quels sont les facteurs ou qui l'ont aussi amené dans le territoire négatif. Ensuite, si on regarde quels sont les facteurs derrière l'inflation, c'est en grande partie, il y en a 2 grands, d'ailleurs je vais en parler de 3, mais il y en a 2 grands. Un, c'est le produit pétrolier. Ça s'est maintenant accentué avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais c'est clair que tout ce qui est prix du pétrole, prix des commodités premières, a un impact direct sur la Suisse qui importe ses biens. C'est important, c'est pas juste le pétrole, et c'est pas uniquement maintenant, c'est ce que j'aimerais montrer ici, c'est pas uniquement la guerre en Ukraine. En fin de compte, une inflation positive reflète aussi une économie, une reprise d'économie très forte après la pandémie. De notre perspective, souvent, ces hausses de prix dues aux prix pétroliers, à des prix qui nous viennent de l'étranger, qu'on doit prendre souvent, c'est une hausse de prix qui est temporaire. Vous en avez entendu parler, on continue à dire qu'une grande partie de cette hausse d'inflation, on pense qu'elle va se normaliser. On ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre, mais ça devrait se normaliser. Pourquoi? Parce qu'un pays gère normalement très bien une hausse de taux, par exemple, de pétrole. Pourquoi? C'est une augmentation de prix, ça coûte plus cher, c'est clair, mais ensuite, tout le monde s'ajuste relativement rapidement à cette hausse de prix. Actuellement, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a quand même une guerre en Europe, on ne sait pas exactement, donc il y a une grande incertitude là autour. Il y a aussi d'autres facteurs. Le problème, c'est quand il y a des chocs qui viennent les uns après les autres. Donc il y a eu la reprise économique, maintenant il y a l'Ukraine. Il y a aussi, par exemple, un impact important, potentiellement, pour
pour l'inflation, c'est toute la problématique de la Chine, et vous le savez, qui est en train de mettre en place, qui est en train d'imposer une politique anti-Covid vraiment très drastique. Et donc ça a des effets importants, par exemple, sur les goulets d'étranglement, sur tout ce qui est sur les chaînes d'achat global. Donc ça, c'est tous des faits qui font que c'est difficile. C'est une image très complexe de la dynamique qu'il y a derrière l'inflation actuellement. Mais donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on voit ici deux grands facteurs. Donc, les produits pétroliers, ce qui est la partie en jaune, vous le voyez, c'est toujours une partie très importante de l'inflation. Le deuxième grand facteur pour l'inflation en Suisse, de nouveau, nous sommes un petit pays ouvert, c'est le franc suisse. Ici, vous le voyez en franc suisse. En fait, vous le voyez ici, c'est surtout la partie en rouge. C'est tout ce qui nous vient de l'étranger, parce qu'en fin de compte, le franc suisse, c'est ce qui détermine aussi le prix de nos importations. Donc, ce que je voudrais vous montrer ici, parce que ça va être important aussi quand je vous parle de comment est-ce qu'on gère nos actifs, notre bilan, c'est que le franc suisse, bien sûr, joue un très grand rôle. Et le franc suisse, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas uniquement important, par exemple, pour les exportateurs. De nouveau, nous sommes un petit pays ouvert. Le franc suisse est important aussi pour énormément de services, pour toutes les zones frontalières, mais aussi beaucoup de services, parce que nous avons tout de suite la compétition à l'étranger. Donc, la Suisse est très sensible au franc suisse. Et ce qu'on voit ici, donc la ligne rouge, c'est l'appréciation du franc suisse. On le sait, historiquement, le franc suisse a toujours apprécié, mais ce n'est pas le niveau du franc suisse qui est difficile pour une économie. C'est quand il y a des fortes poussées d'appréciation qui surprennent notamment les entreprises ou les consommateurs. Et c'est là qu'on voit, chaque fois qu'il y a eu une forte poussée sur le franc suisse, on le voit en 2009, c'était la crise globale financière. On l'a vu en 2011, c'était la crise de dette européenne. 2015, bon, ça c'était aussi relié avec l'abandon du taux plancher que la BNS avait mis en place. Et dernièrement, en 2020, avec la pandémie. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des grands moments d'incertitude, en Suisse, le franc suisse reprend foncièrement une propriété de valeur refuge. Et donc reçoit des flux, le franc suisse. Et qu'est-ce qui se passe? Personne n'est prêt à vendre du franc suisse. Beaucoup veulent acheter du franc suisse, mais si tellement de personnes veulent acheter du franc suisse et personne n'est prêt à le vendre, c'est clair que le prix du franc suisse sur les marchés financiers augmente. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on voit tout de suite un impact sur l'inflation. L'inflation devient négative, les prix se réduisent, ce qui peut être très mauvais pour une économie, mais surtout, ça montre une certaine faiblesse dans l'économie. Qu'a fait la BNS dans des cas pareils? Parce que nous avons le mandat de garder la stabilité des prix. Donc, qu'est-ce que veut dire pour nous la stabilité des prix? Ça veut dire que les prix doivent être en dessous de 2%, mais en dessus de 0. Donc là, vous voyez, heureusement, nous avons une certaine flexibilité, c'est-à-dire que nous, on doit rendre les prix stables à moyen terme. Alors, on se retrouve chaque fois à ces moments, je les ai montrés, il y a des moments très forts. Qu'est-ce qui se passe? Énormément d'acteurs économiques veulent acheter du franc suisse, ou en tout cas garder, personne ne veut le vendre. La BNS a commencé à intervenir sur les marchés internationaux, et c'est là, et je reviendrai dessus, d'où nous avons la croissance aussi des actifs sur notre bilan. Maintenant, alors justement, nous avons un bilan, je le montrerai après, vous le savez, on a maintenant plus que 1000 milliards d'actifs sur notre bilan, mais c'est de nouveau pour revenir, c'est des actifs qui reflètent notre politique monétaire. Maintenant, nous devons les gérer. Nous ne devons pas seulement gérer le bilan, mais de manière générale, il y a un autre grand risque, et ça c'est mon troisième grand risque. Donc je vous ai montré le risque des prix de commodités, étant donné que c'est des biens que nous importons. Je vous ai parlé du franc suisse. Et le troisième, maintenant, un des grands risques, ça revient très, très bien aux 3 vagues que vous aviez dans votre graphique, c'est les risques climatiques et toute la question reliée à la transition climatique. Donc maintenant, je vais un peu vous montrer comment est-ce que les banques centrales, qui ont toutes un mandat très clair, très défini, gèrent. Ce n'est pas un nouveau risque, mais c'est vrai qu'il a pris une importance cruciale, toujours plus importante. Comment est-ce que nous, on gère, on adresse ce risque?
Donc, une chose que j'aimerais dire de manière générale, parce que souvent on nous compare aux autres banques centrales, c'est que c'est très important de comprendre que les risques, chaque banque centrale, et je peux vous assurer, c'est un sujet qui est énormément discuté, je vous le montrerai un petit peu, mais chacun les risques à sa manière. Pourquoi? Parce que chaque banque centrale a d'une part un autre profil de l'économie, une autre structure, ou aussi, par exemple, géographiquement différent. Par exemple, je n'ai pas besoin d'aller très loin, mais par exemple, mes collègues des Pays-Bas, qui ont un pays entièrement sous le niveau de la mer, doivent quand même réfléchir un peu différemment à certains risques climatiques que d'autres pays. Certains pays sont directement touchés par des événements extrêmes. Et troisièmement, vous avez aussi des pays, quand je parle par exemple, on a un bureau à Singapour, donc on connaît ça très bien, mais vous le savez, certains pays en Asie, ils ont toute une série de mois pendant l'été où on ne voit rien. Ce fameux maze, il y a du brouillard, qui est un résultat de pollution dans la région. Donc, chaque pays a quand même un profil de risque différent, qui est quelque chose qu'une banque centrale doit prendre en considération. L'autre chose qui est très importante, c'est que chaque banque centrale, et là on revient à la gouvernance, a un cadre institutionnel différent. Et ça, c'est très important à le comprendre quand on essaye d'analyser ou de comparer le champ d'action qu'a une banque centrale et quel type d'instrument ou comment elle va pouvoir se comporter vis-à-vis de certaines questions. En Europe, pas partout dans le monde, mais vraiment, c'est intéressant qu'en Europe, beaucoup de banques centrales ont aussi, par exemple, la responsabilité de la surveillance microprudentielle. Elles ont la régulation et la réglementation, la supervision des banques. Dans notre cas, vous le savez, c'est la FINMA. On a un mandat de stabilité financière de manière générale, mais on n'est pas régulateur. On ne peut pas aller dire aux banques qu'est-ce qu'elles doivent faire, comment est-ce qu'elles doivent gérer le risque. D'autres banques centrales, et ça c'est encore intéressant, j'ai parlé encore il y a 2 jours avec le gouverneur de la Banque centrale d'Israël qui me dit, lui, il passe 80% de son temps à être conseiller au gouvernement sur la politique fiscale. Vous imaginez, c'est vraiment pas du tout ce que moi je pourrais me permettre de faire. Ce ne serait pas non plus désiré ni autorisé. Parce que nous, on ne veut surtout pas, on n'a pas le droit de prendre de conseils du Conseil fédéral, donc vous pensez bien que je ne crois pas qu'ils seraient très contents que je devienne leur conseillère. Mais certains pays, la Banque centrale, de par son expertise, est demandée à être conseillée. Donc c'est juste pour vous dire que pour comprendre les actions et les mesures d'une banque centrale, la gouvernance est extrêmement importante. Maintenant, la BNS, nous sommes affectés par les risques, c'est quelque chose qui nous importe. Il y a 3 grands piliers, comment est-ce qu'on gère, on adresse ces questions. Premier pilier, c'est bien sûr la politique monétaire. Ici, c'est surtout, nous devons comprendre comment les risques climatiques vont affecter l'activité économique et donc aussi l'inflation. Par exemple, si au Valais, vous avez de longs mois du gel sur le sol, ça va impacter, par exemple, la production de certains produits alimentaires, les abricots, les framboises. Ça peut avoir un impact ensuite sur le prix alimentaire plus tard. Donc il y a toute une... Ou par exemple, si vous avez plus d'eau ou trop d'eau ou pas assez d'eau, ces dernières années, il y avait un problème de pas assez d'eau sur le Rhin. Ça affecte le transport, ça peut vraiment affecter l'inflation. Donc il y a toute une série de questions. C'est important d'avoir les bons outils, c'est important d'avoir les bonnes données pour pouvoir comprendre quel type de risques peuvent affecter, que ce soit de manière structurelle ou lorsqu'il y a un choc. En Suisse, on a eu moins de chocs vraiment climatiques. On n'a pas de tsunami, mais c'est quand même des choses très importantes d'être sûr que nos modèles puissent vraiment prendre ça en considération. L'autre question très importante, c'est la stabilité financière. Alors là, il y a tout un travail qui est en train de se faire. L'idée, c'est de vraiment comprendre comment est-ce que les banques sont affectées. Il y a énormément de travail qui est en train de se faire. Nous, on travaille maintenant depuis 2 ans avec la FINMA sur un projet très important. On a commencé à prendre uniquement les 2 grandes banques, les banques systémiques, l'UBS et le Crédit Suisse, et essayer de travailler avec eux comment est-ce qu'on pourrait faire un stress test climatique.
Ça a l'air simple, ça ne l'est pas. Il faut les bons scénarios. On le fait aussi avec nos collègues à l'étranger. Mais c'est surtout de comprendre sur leur bilan, quel type de données on a, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les interprète. Et ça, c'est un travail très important. Dans ce domaine, ce qui est important, c'est de comprendre quel est l'impact des chocs d'une part. Ça, c'est moins important. C'est surtout important au niveau de l'infrastructure du marché. Si nous devions avoir un grand choc climatique, ça pourrait avoir un problème sur l'infrastructure, ce qui serait vraiment très difficile. Ce qui est plus intéressant de point de vue de stabilité financière, c'est comment intégrer la transition climatique, notamment aussi s'il y a un changement de régulation. Quel est l'impact sur la valorisation des actifs et est-ce que les banques sont capables de gérer cette transition? Et le troisième sur lequel je vais aller un peu plus en détail, c'est bien sûr cette gestion des actifs. Nous avons un gros bilan, je vous l'ai montré. C'est vraiment le résultat de notre politique monétaire. Nous devons le gérer de nouveau dans le cadre de ce qui nous a été demandé de faire par la Constitution. Ici, ce que je veux montrer, c'est que la BNS, nous ne sommes pas dans une bulle. Alors oui, nous avons un mandat national. Notre mandat est vraiment d'assurer la stabilité des prix tout en prenant en considération... Attendez, je vais arrêter, c'est un peu... Voilà. Mais c'est pour dire, nous ne travaillons pas tout seuls. Et pour nous, un des rôles importants que nous pouvons jouer, les banques centrales, nous avons un extraordinaire network entre les autres banques centrales au niveau international. Et les différentes organisations internationales font beaucoup de travail. Vous le savez, notamment dans le domaine du climat, c'est extrêmement important de travailler aussi sur une base globale. Donc ici, je vous ai donné quelques exemples. J'ai vu que on n'a pas, par exemple, l'OCDE, qui est très important, tout ce qui est taxonomie. Maintenant, ils sont en train d'essayer de faire un framework pour le CO2, pour les taxes de CO2. On a le FMI, on a le G20 qui essaye aussi, parce que là, il y a énormément de travail qui doit se faire sur la base des données, toutes les questions de disclosure, et on a aussi les questions, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau, et aussi toutes les questions qu'on apprend de l'un de l'autre. Certains développent des outils, être sûr qu'on est vraiment à la pointe de ce qui se passe, et de comprendre où est-ce que les choses doivent être faites ensemble, de manière multilatérale. Et c'est là que les banques centrales peuvent jouer leur rôle et jouent leur rôle. Écoutez, ça, je vais passer par-dessus. Le NGFS, c'est très important. C'est une des nouvelles institutions qui a été créée, le Network for Greening the Financial System. De nouveau, c'est une de ces institutions où les banques centrales, ensemble avec les régulateurs, travaillent pour être sûr qu'elles puissent s'échanger, non seulement échanger, mais échanger, apprendre et, où nécessaire, mettre en place des best practices, des mesures qui nous permettent que ce soit de nouveau sur les trois mêmes piliers. C'est-à-dire, il y a un côté macro-financier, un côté macroéconomique, il y a un côté régulateur plus spécifique et il y a un côté qui va plus sur les actifs que les banques centrales gèrent. Maintenant, j'aimerais arriver, donc je vous ai donné un peu le cadre, comment les banques centrales de manière générale et la BNS pensent à adresser les risques climatiques. Maintenant, les risques climatiques, comment est-ce que la BNS, elle passe? Alors, je vais juste passer sur certains graphiques. Ici, je vous montre la croissance de notre bilan, on en a parlé, il est important. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on a sur notre bilan. Ce qu'on a sur notre bilan, c'est des réserves de devises. C'est un instrument de politique monétaire. Nous avons utilisé dans le sens que nous avons pu, parce que nous sommes une banque centrale, parce que nous pouvons créer l'argent, nous avons pu, quand il y avait des pressions excessives sur le franc suisse, rentrer dans le marché et vendre du franc suisse pour essayer de limiter la pression sur le franc suisse. Écoutez, ça, je vais passer par-dessus. Maintenant, comment est-ce qu'on gère? Vous l'avez vu, un gros bilan. Nous devons le gérer intelligemment, d'une part, professionnellement, bien sûr, troisièmement, dans le cadre de notre mandat. Comment on le fait? De manière très générale, mon premier message, je l'ai déjà donné, à la fin, notre bilan, nos réserves de devises sont un instrument de politique monétaire. Nous devons être sûrs que nous pouvons à n'importe quel moment les utiliser. Donc notre bilan doit être géré de manière liquide et de manière flexible. Ça, c'est un peu le b.a.-ba de notre politique de placement. Deuxièmement, et là j'arrive à un concept de durabilité très important.
C'est-à-dire que nous avons dans la Constitution, nous avons le devoir de gérer nos réserves de manière durable, c'est-à-dire maintenir leur valeur à long terme. C'est-à-dire qu'on a toujours eu une perspective à long terme. Comment on le fait? Pour nous, ce qui est important, on n'est pas uniquement ici pour optimiser le rendement, même si à la fin on peut distribuer une partie, non, on n'est pas un hedge fund. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'optimiser le profil du risque par rapport au rendement. Et c'est là que rentre toute la discussion. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir gérer tous les risques pertinents pour notre bilan, y compris ceux liés au climat. Et dernièrement, nous sommes la BNS. La BNS est une institution nationale. C'est extrêmement important que notre bilan reflète les valeurs fondamentales de la Suisse. Et c'est ce que nous faisons par le biais d'exclusion. Alors, rapidement, qu'est-ce que je vous ai dit? Comment est-ce qu'on optimise le rendement risque de notre portefeuille? Pour nous, ce qui est important, et c'est là qu'on se différencie d'une caisse de pension ou d'un institutionnel privé, notre plus grand risque, mais de loin, par exemple, 85% de notre profil de risque est géré par un risque. Est-ce que quelqu'un sait lequel c'est? C'est le taux de change. Parce que nous ne pouvons pas nous couvrir contre le taux de change parce que nos interventions sont exactement là pour réduire, pour atténuer la pression du franc suisse. Donc on ne peut pas, d'un autre côté, je ne peux pas d'un côté intervenir et d'un autre côté me couvrir contre ce change qui en fait, de manière concrète, voudrait dire que j'achète du franc suisse. Donc nous ne pouvons pas nous couvrir contre le taux de change. Là, on est très différent de tous les investisseurs. Donc qu'est-ce qu'on fait pour essayer de diversifier ce risque? C'est ce qu'on fait. On diversifie nos placements dans le monde entier. On va dans différentes régions, dans différentes monnaies et dans différents instruments. Rapidement, mais on doit rester liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plus grande partie va rester en dollars et en euros. C'est quand même les marchés les plus liquides, mais nous allons aussi, et vous le voyez ici, en Angleterre, au Canada, au Japon, mais nous avons à peu près une trentaine de monnaies dans lesquelles nous investissons. Et la plupart restent quand même dans des marchés extrêmement liquides. En termes d'instruments, nous restons très diversifiés par rapport à une banque centrale traditionnelle, mais on reste quand même de manière très simple. On a 3 grands actifs dans lesquels nous investissons. Nous avons la plus grande partie, parce que nous avons besoin de stabilité, de liquidité, c'est donc le marché obligataire. La plus grande partie, c'est des obligations d'État de très haut standing. Et aussi, nous avons un certain nombre d'obligations d'entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous avons un portefeuille, et ça c'est une gestion active que nous faisons, et nous avons une gestion de portefeuille d'actions qui est vraiment dans le monde entier. 25%, nous détenons donc plus que 7000 titres d'actions. Et c'est ce qui nous permet de diversifier nos risques. Parce que s'il y a un choc quelque part, si ça se trouve, un choc, ou bien, vous le voyez maintenant, ce qui se passe sur les marchés financiers. Oui, vous avez par exemple les actions qui peuvent perdre de leur valeur, mais ensuite, vous avez des actions en euros, vous avez des actions en dollars, vous avez des actions en yens. Ça permet quand même d'équilibrer le plus possible les risques. Maintenant, j'arrive à la fin, mais comment est-ce qu'on gère vraiment, ça c'est la diversification qui reste quand même, je le dis toujours, notre outil le plus important pour gérer nos risques. Comment est-ce qu'on le gère en termes de, où est-ce qu'on prend en considération les risques climatiques ou les autres concepts, les autres critères que nous devons faire attention. Donc, je vous l'ai dit, actions 25%, le reste, c'est un portefeuille d'obligations. Les actions sont faites de manière passive, c'est-à-dire que nous suivons, nous répliquons des indices, les indices les plus importants. Ça veut dire, tout simplement, si une entreprise représente 2% d'un grand indice MSCI, d'un grand indice global, si vous voulez 2% sur les marchés financiers, cette entreprise va aussi représenter 2% dans notre portefeuille. Donc, on réplique ce qu'on voit de manière générale, alors que sur le portefeuille d'obligations, nous avons une gestion plus active qui nous permet de mieux gérer les risques. Maintenant, je viens au risque ESG. Donc, c'est clair que dans le portefeuille des actions, nous n'avons aucune gestion spécifique.
parce que ce n'est pas à la BNS de décider dans quelle entreprise d'investir. Ça nous permet de réduire le risque de concentration, par exemple, de trop investir dans une région ou pas assez dans un certain secteur. Donc les risques ESG, donc là, c'est très important que la communauté internationale, c'est très important que chaque acteur puisse gérer lui-même, elle-même, les risques. Par exemple, juste comme observation, parce que je trouve ça quand même intéressant, notre portefeuille d'actions, il y a 10 ans, à peu près 12% de tout notre portefeuille d'actions était relié aux énergies fossiles. De nos jours, ce n'est plus que moins de 3%. Pourtant, nous, on a fait une gestion active, mais ce qui a été important, c'est le marché lui-même qui, lentement, a été dans cette direction. Et pour nous, ça, c'est très important. Donc, nous répliquons les changements qui sont vus sur les marchés financiers. Par contre, dans la gestion active, c'est là qu'on peut avoir une approche active, une approche directe, et c'est ce qu'on fait notamment sur notre portfolio d'obligations d'entreprise, parce que les obligations d'État, c'est encore difficile de dire aux États-Unis, est-ce que vous êtes vert, brun vert ou brun, ou je ne sais pas quelle est l'autre question, mais c'est quand même plus difficile. Actuellement, il n'y a pas encore les instruments pour bien définir quel pays tombe dans quels critères en termes de risque climatique. Mais notre portefeuille d'obligations d'entreprise, c'est vraiment quelque chose où nous pouvons intégrer des critères ESG. Et dernièrement, j'en ai parlé, nous avons une politique d'exclusion basée sur les critères ESG qui sont vraiment que nous avons sur notre bilan. Donc ces critères d'exclusion, nous en avons 3, et je vais m'arrêter ici. Nous n'investissons pas dans des industries qui produisent des armes condamnées sur le plan international. Nous excluons aussi toutes les entreprises qui, bien sûr, violent le droit humain fondamentaux et, dernièrement, qui créent aussi des graves dommages à l'environnement. Et ici, si vous avez peut-être que vous le savez, mais déjà à la fin il y a 2 ans, nous avons aussi décidé d'exclure les producteurs de charbon thermique. Donc, c'est ceux qui produisent du charbon à des fins énergétiques. Et là, nous avons aussi fait une exclusion. Donc, nous ne détenons plus d'entreprises qui produisent du charbon thermique. Parce que pour nous, ça, c'est des valeurs fondamentales. Elles sont basées sur des réglementations suisses, sur des sanctions ou sur des traités que la Suisse a signé, et donc c'est quelque chose que nous pouvons, sans prendre une voie politique, vraiment implémenter sur notre bilan. Donc je m'arrête là, c'est pour vous montrer que nous avons un mandat très clair. C'est très important que tout ce que nous faisons en termes de gouvernance, nous devons le relier à notre mandat. Ça nous donne un grand champ d'action parce qu'à la fin, nous devons naviguer ces risques. Un risque important est le risque climatique ou les risques climatiques et la transition climatique. C'est quelque chose que nous faisons sur différents piliers. Notre politique de placement est souvent très médiatisée, mais c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux, mais ce n'est pas la seule, parce qu'à la fin, c'est très important de bien comprendre l'impact que ça a pour notre économie, pour notre stabilité financière, et aussi comment nous pouvons, à la fin, garder un bilan stable et durable. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation. Sans plus attendre, je vais passer aux questions. Nous avons un petit moment pour vous mettre sur le grill et voir comment est-ce que vous réagirez par rapport aux questions du public. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer directement? Monsieur. Oui, merci pour votre présentation qui était extrêmement intéressante. Je voulais savoir, vous êtes en réseau avec les autres banques centrales et je voulais savoir comment ça se passe. Vous devez avoir quand même des enjeux stratégiques divergents d'une banque centrale à l'autre. Et est-ce qu'il y a des négociations? Comment ça se passe à ce niveau-là, en fonction souvent certainement de certaines crises? C'est une excellente question. Et ça montre de nouveau, nous, tout ce que nous faisons, nous le basons sur notre mandat. Donc, chaque banque centrale, il est vrai, a un mandat national. C'est-à-dire que nous allons discuter entre nous
des défis et comment nous les gérons, comment nous les adressons. C'est que non, nous ne pouvons pas faire de négociation, nous n'allons pas négocier sur la hausse des taux. À la fin, vous savez, la hausse des taux, elle dépend de la dynamique de l'inflation. Et cette dynamique, pour chaque pays, pour chaque région, est très différente. Par exemple, chez nous actuellement, c'est le plus grand moteur, c'est les prix des commodités et le franc suisse. Par exemple, aux États-Unis, ils ont des moteurs très différents. C'est notamment en grande partie aussi le marché du travail, où il y a des fortes hausses de salaires. Et donc, il y a des réponses très différentes. Mais de comprendre comment est-ce qu'on réagit et de comprendre pourquoi on fait certaines choses, parce qu'en fin de compte, et c'est là que vous avez raison, même si nos instruments sont nationaux, nous avons, surtout les grands pays, ils font les choses pour réduire l'inflation dans leur zone géographique. À la fin, ce qu'on fait, ça va tous sur les mêmes marchés financiers, par exemple. Donc, c'est une question de comprendre, mais il y a certaines choses qu'on peut faire ensemble. Par exemple, pendant la crise, nous avons pu mettre à disposition beaucoup de liquidités, notamment des dollars, et c'est quelque chose que nous avons fait. Nous étions 5 banques centrales, la BCE, la Fed, la Banque du Japon, la BNS et la Banque d'Angleterre. Nous avons une facilité ensemble qui nous permet, et nous le faisons de manière coordonnée, qui nous permet de donner de prêter ou de mettre à disposition une liquidité en dollars, justement dans les moments de crise. Donc ça nous permet d'être actifs là où il faut, tout en toujours, nous devons respecter notre mandat national. Il y a une main qui s'était levée là-bas. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. 2 petites questions. Si je résume un petit peu votre présentation, votre gestion active au niveau des risques climatiques, en fait, c'est que de la politique d'exclusion. Pour le reste, vous répliquez le marché. Un peu, vous êtes dans le paradigme qu'on reproche souvent un peu à la Banque centrale européenne de neutralité de marché. Il n'y a pas une gestion beaucoup plus active de sélection des risques par rapport à ces actifs. Est-ce que ce ne serait pas possible d'aller un pas plus loin quand même? Sinon, pourquoi? Et puis ma deuxième question, un petit peu plus polémique. Pendant longtemps, on a parlé d'un fonds souverain. Et il y a eu des arguments pour, contre. Maintenant, il y a une urgence climatique qui semble vraiment importante. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un fonds souverain climatique? Très bien. Excellente question. Je reviens vite sur ce graphique ici. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, si vous avez des idées, venez. Non, écoutez, les discussions sont extrêmement importantes et c'est une des grandes forces de la Suisse, c'est justement notre capacité et notre volonté de dialogue. Nous avons une gestion active, une gestion passive sur les actions, sur notre portefeuille de passion. C'est aussi une question, nous ne voulons pas faire de politique structurelle, c'est pas que nous ne voulons pas, nous n'avons pas le droit de le faire. Donc ça nous permet une neutralité, on ne veut pas devoir choisir les titres. Vous dites, on ne fait rien d'autre. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai dit, l'approche risque-rendement, elle est dans tout notre portefeuille portefeuille. Par exemple, il y a certains pays où nous n'investissons pas. Les obligations d'État actuellement, c'est encore difficile, je vous l'ai dit, même si on trouvait tout d'un coup que les États-Unis, par exemple, il y a certains gens qui m'ont demandé, mais les États-Unis n'ont pas signé l'accord de Paris, on devrait arrêter d'investir. C'est quand même un peu difficile d'arrêter d'investir aux États-Unis. Donc il y a certaines limitations. Là où on fait énormément, c'est obligations d'entreprise. Regardez, c'est quand même 11% de notre... Parce que là, et c'est là qu'on met à jour aussi nos instruments. Donc tout ce qui est ESG, parce qu'il faut des indices. Vous savez, à la fin, nous, ce qu'on fait, c'est pas conceptuel aussi, mais à la fin, nous, on doit l'implémenter. Donc, on doit comprendre les indices. Il y a des questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'on peut répliquer les indices, des indices ESG? Actuellement, ils n'ont pas encore assez de liquidité. C'est quelque chose qu'on doit suivre. Donc, il y a tout un travail qui se fait, mais il y a encore énormément d'outils d'harmonisation, de taxonomie qui doivent être mis en place. Mais dans le niveau, par exemple, d'obligations d'entreprise, c'est vraiment des réflexions qui rentrent dans la gestion de notre portefeuille d'obligations d'entreprise. La troisième chose dont je n'ai pas parlé, c'est que nous exerçons aussi notre droit d'actionnaire
notre droit d'actionnaire. Donc nous avons mais nous le faisons surtout dans ce qui est la gouvernance d'entreprise. Actuellement, nous n'avons pas encore de critères climatiques clés. C'est une chose qu'on peut analyser. Mais donc, vous voyez, on essaye de faire, on fait beaucoup. Donc, on exerce nos droits d'actionnaire, nous faisons le ESG là où nous pouvons le faire, et nous sommes en train de mettre en place, parce que ça demande quand même tout un know-how, et nous parlons avec les grands acteurs, que ce soit académiques et aussi sur les marchés financiers, et au risque, et sur le niveau des actifs, je vous l'ai dit, là, c'est important qu'on joue notre rôle international pour mettre sur place les taxonomies, donc, nous essayons de faire le plus possible. Je pense que nous faisons le plus possible. C'est quelque chose en développement. Donc, je vous le dis, si vous avez des bonnes idées, venez, n'hésitez pas. Nous essayons de le faire. Nous devons le faire dans le cadre de notre mandat. Mais quand nous pouvons le faire, nous le faisons. Donc, voilà le plus. Et l'autre question, le fonds souverain. Écoutez, le fonds souverain, c'est important, mais c'est une question politique. Et si la Suisse veut faire un fonds souverain pour les risques climatiques, absolument, mais il suffit de soulever de la dette. Vous pouvez enlever une partie, 100 milliards de notre bilan, mais vous devez nous le racheter, parce que c'est ça la différence. Nous, ce n'est pas du capital. Chaque franc que nous investissons, que nous sommes intervenus sur les marchés, c'est un franc qui se retrouve, nous avons un passif chez les banques. Donc, si la Confédération veut prendre 100 milliards de notre bilan, elle doit nous le racheter parce qu'autrement, on a un trou et quelqu'un doit payer cet argent. Donc, ce n'est pas un capital. Singapour, c'est un capital parce que c'est un surplus budgétaire. La Norvège, c'est un capital parce qu'eux, ils achètent du pétrole. Nous, ce n'est pas un capital. Donc, c'est une question politique. Et en fin de compte, en Suisse, on a une dette relativement basse. Donc, si la population suisse veut mettre sur la table cet argent, absolument. Voilà. Avant de prendre la question suivante, peut-être pour enchaîner sur la question qui a été posée ici, il semblerait qu'il y ait une certaine distinction dans les décisions prises par la BNS entre des décisions de nature politique, par exemple, intervenir ou non dans le marché du pétrole, ce serait une décision politique que la BNS ne prend pas, et puis des décisions qui seraient influencées. Vous avez parlé tout à l'heure de valeurs fondamentales ou de consensus suisse en parlant du charbon. Est-ce que ce distinguo fait pas un peu l'effet d'une certaine pusillanimité de la BNS? Alors, je reviens à mon tout premier commentaire au début. Nous avons besoin d'un grand champ d'action parce que nous avons des risques, des chocs qui arrivent sur la Suisse, qui sont hétérogènes, toujours nouveaux, et nous devons pouvoir les adresser. Mais nous le faisons nous devons toujours le faire dans le cadre de notre mandat. Donc quand nous disons oui ou non, ça dépend du mandat. Moi, j'ai jamais entendu le besoin d'intervenir sur les marchés du pétrole. Vous savez, c'est des marchés internationaux et c'est pas directement relié. Ce serait quelque chose de très... Merci. Ce serait quelque chose de très difficile à faire. Je pense que là où il y a eu un peu la question, c'est nous avons décidé d'exclure le charbon. Et certains disent, mais pourquoi avez-vous exclu le charbon? Nous pensons que ça reflète des valeurs fondamentales en Suisse. En Suisse, le charbon représente 0,5% de l'utilisation énergétique en Suisse. 0,5%, c'est quand même très près de l'exclusion. Donc non, nous devons vraiment, nous ne voulons pas prendre de décisions politiques. Nous pensons que beaucoup de discussions doivent rester dans le domaine politique et nous devons vraiment rester dans le domaine de notre mandat, c'est-à-dire faire ce qu'il nous faut en vue d'assurer la stabilité des prix. Question suivante. Monsieur Dantine. Bien sûr. Il va poser une question facile. J'espère que non. Je pense que c'était quand même l'occasion de suivre sur cette question-là, si ça marche aussi. Oui. Parce qu'on est au temps sur un colloque sur la gouvernance. La gouvernance des entreprises publiques est quand même un éléphant dans la salle ici, c'est le conseil de banque. C'est-à-dire que là, on se protège de prendre des décisions politiques parce que c'est sûr que l'institution technocratique, je dirais parfois technocrate, ne peut pas le faire. Mais elle a quand même un parapluie qui est le conseil de banque. Et donc il y a la vraie question, donc il y a une vraie question qui est de savoir est-ce qu'on est vraiment très solide quand on dit la composition.
Quand on dit la composition du portefeuille, il est décidé exclusivement par la direction générale et qui peut pas être influencé par le représentant de la société, qui est le conseil de banque, en particulier pour les, disons, 80% du bilan dont on ne peut pas dire d'ici 10 ans qui sera important pour la politique monétaire. Parce qu'il est trop gros. On sait qu'avant la crise, on avait besoin d'un bilan de 50 milliards. Aujourd'hui, on a combien? 1200 milliards. Disons qu'en tout cas, avec 200 milliards, on est bon pour la politique monétaire. Le reste, c'est pas de la politique monétaire. Il faut pas, on ne peut pas l'argumenter. Donc, est-ce que vraiment, dans la partie gouvernance, on ne devrait pas mettre plus de responsabilités sur le conseil de banque qui, alors, puisque c'est une représentation de la société et du politique, pourrait être accountable par rapport à la société. Quand on a des activistes dans la rue, au fond, c'est le conseil de banque qui devrait répondre. Ce n'est pas la direction générale. Merci Jean-Pierre. Question tout à fait facile, mais extrêmement importante. Alors d'abord, j'aimerais quand même une réaction rapide. 200 milliards, on en a besoin pour la politique monétaire, 800 non. Non, ça, je crois que c'était peut-être il y a 6 mois, on aurait pu le dire. Mais maintenant, on se trouve devant des nouveaux scénarios. D'ailleurs, je les avais toujours donnés, ces scénarios, où ça se peut très bien qu'on pourrait avoir besoin de vendre. Donc, je pense que non. Je pense qu'il faut quand même... oui, on a un gros bilan, mais on a eu besoin d'intervenir sur les marchés en vendant du franc suisse. Ça se peut très bien qu'un jour, une fois que les taux d'intérêt, de nouveau, il y a un plus grand différentiel, dépendant de ce qui se passe au niveau de l'inflation, on ait besoin de cet instrument. Donc, je ferai un peu attention combien on peut enlever. Voilà, ça, c'est une chose. L'autre chose, je pense qu'il faut bien différencier. Tu as un point tout à fait correct. Quelle est la partie politique de notre bilan? Donc, je parle vraiment du politique comme ici, de gouvernance. Qu'est-ce qui représente les valeurs fondamentales de la Suisse et qui définit les valeurs fondamentales de la Suisse? Et ensuite, la gestion de risque. Je pense que dans la gestion de risque, non, là ça doit être technocrate, ça doit justement, par contre, on a besoin de toute l'expertise académique des marchés financiers internationaux pour être vraiment à la pointe de gérer et justement pas d'être un pas en arrière. Maintenant, alors ça, c'est la gestion des risques, parce que si on donne la gestion des risques à des politiques, vous savez, ça devient trop court terme, parce que c'est ce qui nous permet de faire une gestion de risque à moyen terme, à long terme, c'est justement de ne pas être visé sur la politique pure. Par contre, il y a des questions politiques de structure. Mais c'est vrai que c'est... Alors, elle passe par le conseil de banque. Par exemple, l'exclusion du charbon était une de ces choses importantes. Et c'est vrai que le conseil de banque a un rôle à jouer s'il pense qu'il y a certains concepts, certaines sensibilités politiques qui doivent être intégrées sur notre bilan. Il faut aussi faire très, très attention, hein, parce que les choses, elles peuvent aussi être... ce qui est important, c'est que notre bilan ne soit pas justement géré par les voies les plus fortes. Et c'est un peu, parce que nous, on a besoin de temps, on a une gestion vraiment à long terme. Donc, c'est aussi important qu'il n'y ait pas toujours un membre du conseil de banque qui est extrêmement pour ou contre un certain secteur et qui puisse trop facilement gérer. Donc, je pense que c'est au niveau de cette politique d'exclusion, au niveau du côté éthique de notre bilan, que absolument. Mais nous, on dit aussi la politique a un rôle à jouer. Si la politique met une loi CO2 aurait bien sûr un impact sur notre gestion. Mais je pense qu'il faut différencier qu'est-ce qui doit être discuté dans un milieu politique et ensuite comment est-ce que nous, on l'implémente sur la gestion de notre bilan. Absolument, merci. Oui, merci beaucoup pour cette excellente présentation du statu quo, de votre politique. 2 questions peut-être. Si on regarde le développement des critères d'exclusion, on voit bien qu'il y a de l'historique là-dedans. Donc, le premier critère est un critère qui était toujours plus ou moins valable. Le deuxième commence peut-être à basculer, vu la situation en Ukraine. Hein. Les questions de l'arme sont débattues maintenant publiquement. Peut-être un jour, on aura une autre réponse à cette question. Et puis le critère 3, c'est tout à fait nouveau.
nouveau, l'environnement. Vous l'appelez encore environnement, peut-être un jour on l'appellera climat, peut-être un jour, et ça c'est un peu mon souhait, on l'appellera ressources. Parce que ce n'est pas uniquement le climat. Et je crois que le débat entre guillemets environnemental se concentre aujourd'hui trop sur le climat et trop peu sur les ressources, peut-être aussi sous l'influence de la N77 qui commence à dénigrer le rapport de Club of Rome en disant qu'ils avaient tort du tout. À mon avis, c'est le contraire. C'est ça, les questions ressourcielles qui sont au centre, et vous gérez une ressource monétaire. Peut-être un jour, on aura une banque des ressources naturelles et autres qui aura aussi des quotas de limitation à gérer. Peut-être encore une deuxième question, vous parlez des critères d'exclusion. Peut-être un jour, on arrive aussi à parler de critères d'inclusion. Donc, ça serait une autre approche de gestion. D'ailleurs, à mon avis, par la société civile, il y a la distinction entre politique et technique. Je crois qu'on en a parlé. Absolument. Il y a des bibliothèques pleines de littérature sur ça. Ça n'a pas de sens maintenant d'insister sur ça. Mais la question institutionnelle qui correspond, oui, ça, c'est la bonne. Qui décide? Donc là, il y aurait le conseil de la banque qui pourrait jouer un rôle dans l'évolution de ces critères d'exclusion et d'inclusion. Je vais répondre très rapidement. Il y a beaucoup de questions. Excellentes questions. Vous avez raison. Je ne dirais pas que c'est historique. Ce qui montre, c'est que ces exclusions, on les a appliquées, je crois bien, en 2013. Je regarde Jean-Pierre, il était encore là. Donc déjà, bien en avant. Hein. Donc, ce n'est pas historique qui sont venus l'un après l'autre. Le seul qu'on a ajouté, c'est... Vous avez raison sur la biodiversité, par exemple. Notre critère sur l'environnement, un des critères importants, c'est justement la dégradation de la biodiversité. Donc, vous avez absolument raison. Après, c'est une question de nom, mais ce qui est derrière, ça va vraiment dans la direction de ressources. Et l'exclusion, vous avez raison aussi, dans le sens que nous, on parle d'exclusion. En fin de compte, le terme technique plus correct, ce serait une exclusion négative. Et vous pouvez savoir une exclusion positive. Donc, il y a des facteurs. La question pour nous, vous savez, après, ça va aussi dans le tilting. C'est la question, qu'est-ce qu'on peut faire sans prendre une position politique? Vous voyez, donc, si on fait positif, c'est qu'on veut aller plus dans un secteur. On veut plus aller dans le secteur de voitures électriques par rapport à moins. Et ça devient très vite difficile si nous n'avons pas un consensus politique. Et c'est pour ça que nos exclusions, elles sont vraiment basées sur des lois, sur des réglementations, sur quelque chose sur lequel la population suisse a voté. Et c'est ça. Et ensuite, nous, on le fait avec le plus grand plaisir parce que c'est l'opinion de la population suisse. Je vous propose de prendre une dernière question là-bas au fond. Malheureusement, la pause nous servira à discuter davantage. Alors, bonjour, merci pour la qualité de votre présentation. J'ai juste une question à vous poser. Pendant la crise du Covid, il y a beaucoup de partis politiques qui ont demandé à la BNS pour le pouvoir d'achat, de pouvoir donner de l'argent à la population. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Et puis l'autre question... Ah, mais c'est excellent. Vous savez, je peux vous montrer le seul graphique que je vous ai alors, pas juste, montré. je termine encore. Formidable. Je termine encore, c'est pour dire que vous avez parlé des risques que vous prenez au niveau des actions, des obligations, risques climatiques et tout. Mais vous savez que le problème du climat demain, c'est le problème migratoire. Est-ce que la BNS tiendra compte du problème des risques migratoires? Vous avez vu la Turquie qui part des gens, l'Ukraine qui envahit. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des problèmes de climat ou il y a d'autres crises migratoires? Et vous savez, cette dernière question est très pertinente et ce n'est pas uniquement le risque climatique. Maintenant, avec l'invasion de la Russie en Ukraine, vous avez des problèmes extraordinaires sur les marchés alimentaires. Certains pays sont très touchés. Et par exemple, une chose, la Russie et l'Ukraine, ils produisent 50% de tous les fertilisateurs. Et si les fertilisateurs ne sont pas là, ça va poser des problèmes pour tous les pays. Donc il y a des problèmes énormes et ça pourrait très bien se refléter en flux migratoires. Donc c'est des questions très importantes. C'est justement ce genre de questions, je reviens au monsieur qui a demandé qu'est-ce qu'on fait au niveau international, qui nous permet de voir ces questions, d'échanger sur cette problématique et de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer, parce qu'à la fin, ça c'est vraiment des problématiques globales qui doivent être d'une part identifiées, comprises et ensuite voir comment est-ce que chaque pays peut faire face à cette question. La première question,
rapidement, monsieur a dit, on n'a pas donné d'argent pendant Covid. Oh, aïe, aïe, aïe. Regardez, nous, alors ce qui est, c'est qu'on n'a pas donné d'argent à qui? Nous, justement, et c'est aussi dans nos... Personne n'a posé une question sur notre distribution, pourtant on donne 6 milliards. Non, mais la question, elle est, bien sûr que nous distribuons une partie des profits, fait partie de notre obligation. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de le faire de manière lisse. La question, elle est, on le donne à qui? Et ce qui est très important, c'est justement, on le donne à la Confédération, au canton, mais en fait, on le donne à la gueule. Et ce n'est pas à nous de décider où va cet argent. Ça, c'est une distribution, c'est une question politique. Donc, la question à qui on devrait donner, ça, c'est une question de politique fiscale. C'est la politique qui doit décider où va l'argent. Mais on a donné. Alors, on a fait plusieurs choses. Vous avez peut-être entendu, on a fait avec... Ça, en termes de gouvernance, c'est très intéressant. On a fait 2 choses très importantes. On a fait plus, mais on a fait 2 choses importantes. On a mis sur pied une facilité de crédit Covid, si vous vous rappelez. Vous vous rappelez, il y avait un problème de liquidité pour les petites entreprises. C'était ça le problème. Tout s'est fermé. Il y a des entreprises, des restaurateurs, ils ne savaient plus comment est-ce qu'ils pourraient payer les salaires. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis avec la Confédération parce qu'eux, ils ont besoin de nous donner la garantie. On n'a pas le droit de prendre de risque de crédit. Nous avons mis en place la liquidité, ce qui veut dire que des gens pouvaient arriver, les banques pouvaient à 4 heures l'après-midi nous amener encore une demande qui avait été garantie auparavant par le gouvernement. Et le lendemain, à 9 heures, ils avaient l'argent sur leur compte. C'était extraordinaire, la rapide. On a pu le faire en 7 jours. Et on a utilisé les banques pour justement que les gens pouvaient aller à n'importe quelle banque et en 45 minutes faire des papiers. Donc, quelque chose d'extraordinaire. Nos homologues dans d'autres pays ont été très envieux de la rapidité à laquelle on a fait parce qu'on a pu vraiment toucher un problème au centre du problème. L'autre chose qu'on a fait, je vous le montre sur le graphique de droite. Vous savez, nous sommes intervenus sur les marchés. Un des problèmes, c'était le franc suisse. Le monde avait peur, le monde avait besoin de franc suisse. Nous sommes intervenus, je vais quand même vous le dire, un chiffre à la hauteur de 110 milliards. 110 milliards, c'est énorme. C'est 15% du PIB. La dette fiscale actuellement, elle est à la hauteur de 30-35 milliards qui vient du Covid. Alors oui, nous ne l'avons pas donné à vous, l'argent. Nous ne l'avons pas non plus donné aux banques, nous l'avons vendu. Mais vous savez, et alors c'est pour ça que c'est très important que la population suisse comprenne le rôle de notre bilan et ne le voit pas uniquement comme un hedge fund, comme un grand tas d'argent dont on peut maintenant se prendre. C'est un instrument de politique monétaire que nous avons pu utiliser parce que nous avons un cadre qui nous permet de l'utiliser sans avoir peur qu'il va être mal utilisé parce que cet argent, il doit rester à l'étranger. Il doit être en monnaie étrangère. Par contre, on a tout à fait les moyens. Ça a permis à ce que le gouvernement a les moyens, si la population suisse veut faire d'autres projets, d'augmenter la dette publique parce qu'on peut. Je suis pas, vous le voyez bien, je suis pas, la politique fiscale, ce n'est pas mon domaine. Je ne parle pas du frein fiscal, ça c'est une autre chose. Mais en fin de compte, nous, on a un travail à faire, on le fait, et c'est très important de comprendre notre rôle par rapport au rôle, par exemple, des autorités fiscales. Sous la pression populaire, je vais prendre encore une question, mais je vous préviens, ce sera en déduction du temps de pause de tout à l'heure. Madame, s'il vous plaît. Merci. Oui, je trouvais important qu'il y ait au moins une femme qui puisse poser une question. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant de voir que vous avez beaucoup rappelé que vous n'aviez pas un rôle politique. Mais en fait, chaque fois que... moi, je suis législatrice. Chaque fois qu'on essaye de modifier votre rôle politique, la BNS rentre dans le jeu pour dire que elle ne veut pas changer son rôle politique et qu'elle ne veut pas changer de mandat. Et dans ce cadre-là, s'il y avait une envie de la part de la BNS de, par exemple, être plus active dans la question de durabilité, qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme changement de mandat ou quel est le mandat que vous aimeriez recevoir pour pouvoir être plus engagé d'un point de vue durabilité? Mais on pourrait parler d'autres problèmes, les retraites, par exemple, où là, la BNS s'engage très fort politiquement pour ne pas devoir s'engager pour les retraites, par exemple. Absolument. Quand je suis venue en 2015, il y avait l'abandon du taux plancher qui était déjà difficile. J'étais en Valais. Il y avait non seulement, ils avaient le problème avec un franc fort très fort et il n'y avait pas de neige. Alors moi, j'ai dit aux gens, vous savez, la BNS peut beaucoup, mais la neige, ça, on ne peut vraiment rien faire. Vous savez, c'est très important et c'est pour ça que j'aimerais quand même revenir. La BNS peut beaucoup.
peut énormément. Et on a des capacités, on a des gens extraordinaires, non seulement très bons, mais aussi engagés, passionnés, qui travaillent, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, je vais avoir des problèmes, mais vraiment, et on a une capacité vraiment formidable. Mais demandez-nous pas de tout faire, parce que si vous nous demandez de faire d'autres mandats, on ne va pas pouvoir remplir notre mandat fondamental. Et ce n'est pas que moi, je veux pouvoir fermer la porte et pas avoir à m'occuper d'autres problèmes. C'est que le mandat de stabilité des prix est un mandat extrêmement difficile à faire et il est unique. Si nous ne le faisons pas, personne n'est en mesure de le faire. Et si vous n'avez pas cette stabilité, et j'ai essayé de l'expliquer, ce n'est pas juste les prix, vous savez, 1,5%, 2,5%, j'ai entendu ça. Non, la question est si vous n'avez pas cette stabilité qui permet une prévisibilité, qui permet une confiance dans l'économie, rien d'autre ne va fonctionner correctement. Donc, ce n'est pas une question, Madame Mechler, qu'est-ce que vous voulez faire dans le climat? Moi, vous savez, j'ai des discussions à table avec mes enfants, je peux vous assurer que des idées fusent dans tous les coins, mais la question, elle est de toujours se rappeler, en termes de gouvernance, quel est le rôle de la BNS, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire en plus? D'abord, ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas parce qu'on est content de partir à 5 heures, ce qu'on ne part jamais, mais c'est vraiment qu'on a un mandat. Et le problème, c'est de plus vous nous demandez de faire des choses supplémentaires, il y a des conflits d'intérêts avec notre rôle principal. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous rappeler le 15 janvier 2015, il y a des décisions difficiles mais nécessaires. Et si en plus, mais par exemple, le bilan, si vous nous demandez de faire du climat, il y a plein d'idées qui fusent, des idées, il en faut, mais le jour où je dois vendre, et puis par exemple, on a un très grand portefeuille de green bonds, et on les a achetés, mais on ne les a pas achetés de manière idéologique, on les a achetés parce qu'ils font sens en termes de risque-rendement. Vous vous rendez compte, le jour où je dois les vendre, et puis tout d'un coup, d'un côté, je dis, il faut que tout le monde achète des green bonds, et le jour où on doit les vendre, et nous, on a un des plus gros portefeuilles, et je fais un énorme impact sur le prix. Donc, il faut faire, c'est juste une question, soyez clairs, qu'est-ce que vous attendez de la BNS, et de ne pas donner des responsabilités qui ne vont plus lui permettre de faire son mandat premier, parce qu'à ce moment, personne ne peut remplir ce mandat. Voilà la réponse que je donnerai. Merci beaucoup, madame.